et bienvenue dans J'ai 50 ans et alors, un podcast qui accompagne nos transitions. Je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les liens, les prises de conscience et le changement. Dans ce podcast, je vous partage des inspirations, des réflexions, des rencontres qui enrichissent mon quotidien. Pas de recettes toutes faites, juste des moments authentiques pour vous inspirer. Un rendez-vous qui fait du bien, une parenthèse qu'on s'octroie dans son quotidien pour marcher vers soi à son rythme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode inédit, puisque je vous transmets le replay d'une très belle conférence que j'ai organisée en compagnie de Jean-Michel Longniot, qui est un excellent orateur, qui est docteur en philosophie. Il est également chargé de cours à l'UNamur, auteur, éthicien aussi. Et donc cette conférence était sur le thème « Oser être libre ». Il y avait énormément de monde, c'est en effet un sujet assez universel. Et Jean-Michel Longniot, tout au long de sa conférence, nous balade dans toute une série de réflexions et de courants philosophiques autour de cette question de « oser être libre ». Donc pour que cette conférence soit accessible et que vous puissiez la suivre à votre rythme, je l'ai divisée en 3 parties. Donc les 3 prochains épisodes du podcast seront dédiés à cette conférence. Il y aura la partie 1, la partie 2 et la partie 3. J'espère que cette conférence vous aidera à cheminer au travers de cette question de oser être libre. On croit en effet souvent être libre, mais en réalité, nos choix et nos actions sont influencés par le regard des autres, les attentes de la société ou nos habitudes. Cette conférence interroge justement cette idée. Est-il possible de se libérer de ces influences et d'exister vraiment par nous-mêmes? Et si on y arrivait, que resterait-il de nous? Un être humain enfin libre ou un grand vide angoissant? C'est à ces questions que Jean-Michel Longniot nous invite à réfléchir. Je vous souhaite une très belle écoute et si vous souhaitez suivre d'autres conférences, il y en a sur mon site. Vous pouvez vous abonner et avoir accès à toute une série d'autres conférences que j'ai organisées avec des orateurs de grande qualité qui nous aident à cheminer autour des réflexions liées à nos questionnements, nos cheminements. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Le micro est bien réglé, ça va? Bien. Comme on n'a qu'une heure, commençons tout de suite. Et je ne devrais même pas le dire parce que je suis en train de perdre des minutes. Donc, vous est-il déjà arrivé de faire de temps en temps, donc pour une raison X ou Y, le bilan de votre vie? Donc de vous dire, voilà, par exemple, si je devais mourir demain et que je regarde dans le rétroviseur, qu'a été ma vie? Donc ça peut se faire dans différentes circonstances, mais peu importe ici. Et il est vrai que quand on écoute des gens donc faire ce genre de choses, alors on est tous différents évidemment, moi je vais parler de ceux qui nous permettent de problématiser l'affaire, c'est vrai que certaines personnes disent, on aurait tendance à dire beaucoup, dans la tradition philosophique, dans les écrits, c'est ce qui va ressortir aussi, beaucoup quand ils font le bilan de leur vie, voilà, à partir d'aujourd'hui, là maintenant, de ma naissance jusqu'à maintenant, qu'a été ma vie, eh bien, le sentiment qui apparaît au milieu peut-être d'autres, c'est que, oui, on a vécu, ça a été tellement vite. Et il y a des gens même qui disent, eh bien, si ça n'a été que ça vivre, franchement, c'est pas grand-chose. Et pourtant, on a vécu plein de choses, évidemment. Mais c'est passé tellement vite. Et puis, ça continue. Et il y a des gens qui disent, donc de nouveau, je ne sais pas si vous vous y retrouveriez, il y a des gens qui disent, et non seulement ça a passé vite, une respiration, rien quoi. Mais en plus, si je regarde ce que j'ai fait, si je regarde ce que j'ai vécu, eh bien le sentiment que j'ai, c'est que je n'ai peut-être pas vécu ma vie. Il y a une expression pour dire ça qui vient d'un auteur qui s'appelle Heidegger et qui est une expression qui est redoutable. Le jour où je l'ai lu, pour moi ça a été terrible cette affaire-là, ça a résonné. Cette expression, c'est ceci, c'est tout simplement, donc quand on fait le bilan de sa vie, c'est d'avoir ce sentiment qu'on a été
que le produit de son siècle. Et de telle sorte que donc la question qui apparaît là, c'est mais quand est-ce que j'ai vécu vraiment ma vie? Regardez, c'est pas compliqué, hein. Donc quand je regarde mon existence, ici je prends un individu lambda, c'est vrai que quand je suis venu au monde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à l'école. Et pourquoi j'étais à l'école? J'ai pas choisi. Enfin, de toute façon, la question ne se posait même pas pour moi, j'étais trop petit. Mais c'est vrai que j'ai été à l'école parce que, et voilà comment Heidegger présente les choses, il dit « j'ai été à l'école parce que quand on est enfant dans notre culture, on va à l'école, comme tout le monde. » Et puis ensuite, je me suis orienté pour essayer d'avoir un métier. Et donc j'ai fait des études, enfin peu importe, formation, études, tout ce que vous voulez. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que dans ma culture, on travaille. Et puis je me suis mis en ménage. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, c'est vrai qu'on a envie d'être en ménage comme tout le monde. Et puis aujourd'hui, on choisit d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir parce que c'est comme ça que ça va. C'est pour tout le monde une question qu'il faut résoudre à un moment donné. Et on est libre de la résoudre comme on veut, évidemment. Et puis après, on part en vacances en été. Pourquoi? Parce que depuis que je suis tout petit, on part en vacances en été et on est content d'être dans les bouchons en France. Voilà, parce que c'est ça les vacances, évidemment, hein, ou dans les aéroports, enfin tout ce que vous voulez, peu importe. J'ai un GSM parce que, on a un GSM, c'est comme ça que ça doit aller aujourd'hui. J'ai une voiture parce qu'on doit avoir une voiture. Enfin bref, ma vie, c'est une vie de on. C'est-à-dire une vie impersonnelle. Et quand vous regardez ainsi tout ce que l'on a fait dans l'existence, et pourtant on a eu du plaisir, tout n'est pas un fardeau, évidemment, hein, mais c'est vrai que la question qui apparaît quand on fait le bilan de sa vie, c'est « mais quand est-ce que j'ai vécu ma vie ?» J'ai vécu la vie que mon siècle me demande de vivre, mais ma vie. Rousseau, que vous connaissez, Jean-Jacques, donc Jean-Jacques Rousseau, lui, le présente un peu autrement, mais c'est le même constat. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui apparemment donc, est une question qui hante l'humanité. Donc si vous remontez donc à 2 siècles, donc Rousseau, Rousseau lui dit, voilà, donc je suis chrétien, pourquoi? Parce que le hasard a voulu que je naisse en terre chrétienne. Mais je serais né, et voilà la comparaison qu'il fait, je serais né en Turquie, pour le même prix, j'étais musulman. Oui, et c'est de nouveau la même question. Donc c'est vrai que je suis ce que mon siècle a fait de moi, ce que le lieu où je suis né a fait de moi, mais je serais né ailleurs, je serais né à une autre époque, j'aurais été autre chose. Enfin voilà. Et donc au bout du compte, vous voyez, toujours la même question. Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose qui donne du sens à ma vie? Est-ce que j'ai été autre chose donc que ce que mon siècle m'a demandé d'être? Bien évidemment. Il y a une citation que je voudrais vous lire, vous allez voir, elle va nous rejoindre jusqu'à la fin. C'est une citation de Spinoza. Quand on est dans ces méditations-là et que l'on fait le constat que oui, voilà, donc c'est pas facile de dire vraiment ce qui nous appartient en propre, on a l'impression plutôt d'avoir suivi, d'avoir manifesté là où il fallait manifester parce que c'était les combats de mon époque, etc., etc. Donc voici ce que dit Spinoza, je vous lis. C'est un extrait qui est tiré du 3e livre de l'Éthique, mais enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Donc il dit ceci, il dit « Nous sommes agités de bien des façons par les causes extérieures. Et pareil au flot de la mer, agités par des vents contraires, nous flottons, inconscients de notre sort et de notre destin. » Quand on fait le bilan de sa vie, c'est vrai qu'on peut parfois avoir cette impression. Donc on a été poussé par les circonstances et tout ça pour aller où? Pourquoi? Pour mourir un jour. Enfin, c'est absurde, quoi. Il y a une autre phrase que j'aime bien, celle-là qui prête à sourire. En tout cas, elle m'a fait sourire, mais vous n'êtes pas obligé de sourire, hein. Mais c'est une phrase de Gustave Thibon. Et Gustave Thibon dit ceci: « Vouloir être dans le vent, c'est avoir l'ambition d'une feuille morte. » C'est excellent. Mais, donc ça prête à sourire, mais voilà, je reviens à ma question de départ. Il y a des gens, quand ils font le bilan de leur vie, c'est vrai que je n'ai pas été beaucoup plus qu'une feuille morte. Et donc c'est terrible, évidemment. Enfin, c'est en tout cas quelque chose qui peut être blessant, qui interroge le sens de la vie, qui interroge la question elle-même. Mais c'est quoi avoir une vie personnelle? Est-ce que la question elle-même n'est pas absurde si notre vie, c'est une fois encore de suivre le vent là où il nous porte par conséquent? Alors,
si vous avez déjà eu des états d'âme qui ressemblent à ça, de près ou de loin, avec intensité ou pas, donc beaucoup de tristesse, beaucoup de désespoir ou de désarroi, ou bien voilà, l'idée vous a effleuré, puis on continue sa petite vie sans plus, enfin peu importe comment on le vit, mais si vous avez déjà eu ce genre de questionnement, eh bien donc le constat que l'on peut faire, c'est, je vais essayer de vous le montrer, c'est que d'abord donc ce n'est pas propre à notre époque, à notre siècle, je l'ai déjà évoqué avec Rousseau, je vous ai cité Spinoza, en fait c'est probablement une question qui est propre à notre humanité, à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Je vais vous donner un exemple avec Platon. D'accord ? Donc on va commencer par de la philosophie brute, si vous voulez. Et vous allez voir qu'en écoutant des gens comme Platon et puis Aristote, en fait, ils vont poser le problème de ce constat-là. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas avoir vraiment vécu ma vie ? Et ils vont nous donner des outils pour pouvoir essayer d'en sortir. C'est-à-dire qu'évidemment, la question, c'est est-ce que nous sommes condamnés à ça ? Est-ce qu'il y a moyen de vivre un peu autrement, donc d'une façon personnelle ? Eh bien, des gens comme Platon, Aristote nous donnent pas des recettes, mais en tout cas attirent notre attention sur les enjeux qu'il y a autour de cette question-là. Et puis, pour vous montrer que c'est vraiment une question qui traverse donc toute la pensée, eh bien, je vais aller au XXIe siècle, et on va approfondir, on va sortir de la philosophie, parce qu'on ne parle plus comme Platon et Aristote, évidemment, mais c'est chez eux que vous trouvez le point de départ. Et je vais prendre un autre auteur, comme ça vous avez plus ou moins la structure de ce que je vais vous raconter, et un auteur qui n'est pas forcément reconnu comme philosophe, et d'ailleurs il ne se présente pas comme philosophe, mais c'est quelqu'un qui connaît bien la philosophie, c'est Boris Cyrulnik. Et c'est étonnant de voir que chez lui, il reprend la grille de lecture de Platon et Aristote. Et sans jamais vous le dire. Et vous allez voir sur quoi ça va, enfin, où ça va nous entraîner. Alors, je commence donc avec Platon et Aristote. Platon tout d'abord. Il y a une phrase dans un ouvrage de Platon qui s'appelle « Les lois », qui parle des lois. Bon, comment on fait pour promulguer des lois ? Donc ce n'est pas notre sujet ici. Mais il y a une phrase dans ce texte-là qui dit ceci, en substance, « Il y a dans la cité des esclaves et des hommes libres. » Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Ben vous allez voir, si, parce qu'il y a le mot libre, mais c'est un peu bizarre comme phrase. Alors évidemment, quand vous entendez ce genre, ou quand vous lisez ce genre de phrase chez Platon, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait pendant des années et des années, j'entends ça dans le sens sociologique du terme. C'est-à-dire qu'il parle de catégories sociales. À son époque, on sait bien, si vous êtes un peu instruit sur la Grèce de l'époque, eh bien oui, il y a des esclaves effectivement, et il y a ceux qu'on dit être libres. Ce sont comme deux classes dans la société. Et c'est vrai que si c'était ça la question, ça ne nous concernerait pas ici et donc on pourrait changer de sujet. Quand on fait le petit métier de philosophe, évidemment, donc d'abord on lit comme tout le monde les textes, bien sûr, et puis à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, je vous avoue, il y a la question qui m'est tombée dessus, mais dans le fond, quand il parle d'esclaves et quand il parle d'hommes libres, mais de quoi parle-t-il exactement ? Est-ce qu'on est sûr que c'est bien de classe sociale qu'il parle, de catégories d'individus dans la société ? Alors que devez-vous faire pour essayer de répondre à cette question qui donc ne nous intéresse pas ici ? Mais enfin, c'est pour vous dire comment je vais exploiter ici Platon. Ce que vous faites, c'est essayer de chercher dans toute la littérature de Platon toutes les occasions où il parle d'esclaves et d'hommes libres, pour voir si c'est bien de ça qu'il parle. Et quand vous faites ce travail-là, qui est un travail ennuyeux au possible, eh bien, n'empêche que les efforts parfois payent, on est surpris. Par exemple, dans le Gorgias, un autre ouvrage, peu importe, donc, eh bien, vous avez un dialogue tout à fait bizarre. Et ça devient intéressant. Donc, ça va nous enseigner une chose. Ce n'est pas notre sujet ici non plus, mais c'est pour vous dire que, c'est génial, évidemment. C'est que, quand vous lisez des auteurs, ce sont des auteurs, ceux que l'histoire a conservés, parfois aussi certains qu'on a oubliés, mais qui existent toujours quand même. Ce sont des gens qui sont géniaux. Pourquoi ? Parce qu'ils vous offrent plusieurs niveaux de lecture. Si vous les lisez rapidement, vous avez l'impression d'avoir tout compris. Et puis, quand vous les relisez 10 ans plus tard, vous vous dites « Ah ben zut, il y a des trucs que je n'avais pas vus ». Et puis, 10 ans plus tard, même chose. On voudrait bien vivre 1000 ans en se disant « Mais quand j'aurai 1000 ans, je verrai quoi ?» Enfin, bref, bon, ça, c'est pas possible. Mais, enfin, ouais. Donc,
voilà, dans ma petite vie à moi, donc voilà, vous relisez le Gorgias, vous lisez d'autres ouvrages, et voilà un dialogue qui est tout à fait étonnant. Ce dialogue, donc c'est entre Socrate et je ne sais plus qui, moi, enfin bon, un détracteur de Socrate, évidemment, donc, et ils discutent de la liberté, justement, et de l'esclavage. Et donc, il y a le détracteur de Socrate qui dit, évidemment, en tout cas, celui qui est libre, c'est qui ? Celui qui est libre, c'est évidemment le tyran. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que le tyran, il est au-dessus des lois et il fait ce qu'il veut comme il veut. Définition de la liberté que nous avons aujourd'hui, nous. Qu'est-ce que la liberté ? La liberté, c'est de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Le tyran est le seul à pouvoir le faire. Il est au-dessus des lois. Il veut tuer quelqu'un, il le tue. Il veut prendre les biens d'un autre, il prend les biens d'un autre. Il veut les donner à quelqu'un d'autre, il les donne à quelqu'un d'autre. Il veut prendre une femme, il prend cette femme. Il veut l'acheter parce qu'il en a vu une autre, il prend l'autre. Enfin, bref, et le tyran n'a jamais de compte à rendre. C'est la liberté à l'état pur. Génial. Même si c'est pour faire des choses horribles. Ça peut être aussi pour faire des choses géniales. Mais en attendant, voilà. Donc, liberté totale. Que répond Socrate ? Eh bien, Socrate répond ceci, qui est tout à fait étonnant, parce qu'ici, on ne parle plus d'esclaves, etc., au sens premier du terme. Il dit, en réalité, le tyran est un esclave. Et là, ça ne cadre pas avec les catégories sociales, vous comprenez. Et il explique juste ceci, ça tient en 3-4 mots. Il dit, il est esclave. Alors, l'autre, évidemment, dit, non, il n'est pas esclave, il fait ce qu'il veut. Et Socrate précise, parce qu'il voit bien que l'autre ne comprend rien du tout, et il lui dit, en fait, il est esclave de ses passions. Et s'il est esclave de ses passions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, il est esclave des circonstances extérieures qui suscitent ses passions. Je vois quelque chose qui m'attire, je le prends, parce que la chose qui m'attire vient d'apparaître dans mon champ de vision. Et puis j'en vois une autre qui me semble encore plus séduisante, je jette la première. Et en fonction de ce que je vois, des circonstances du monde dans lequel je vis, eh bien c'est vrai que j'ai des émotions et je suis les émotions qui naissent en moi. Voilà ce qu'est un esclave. Et donc vous avez là un deuxième sens, et c'est ce sens-là évidemment qui nous intéresse ici. Si je dois vous traduire ce dont il est question par conséquent quand on parle d'esclave, et maintenant vous comprenez mon point de départ, un esclave pour Platon, vous devez le libérer de tout ce que nous projetons, nous, sur ce mot-là qui est péjoratif. Ça désigne une manière d'exister. Et ce qu'est un esclave, c'est tout simplement quelqu'un qui, pour se mettre en action, a besoin d'être activé par une cause qui lui est extérieure. Donc si vous prenez catégorie sociale, vous pouvez comprendre, l'esclave, quand il fait quelque chose, c'est parce qu'il a reçu un ordre de l'extérieur. Mais ce n'est pas de ça que parle Platon. C'est une image, ça. Ce dont il parle, c'est de ces êtres humains, quels qu'ils soient, qui, pour se mettre en mouvement, eh bien, c'est terrible, mais ils ont toujours besoin d'avoir une cause extérieure qui les pousse. C'est le propre du tyran. Il n'y a pas que le tyran, mais le tyran, c'est la caricature de ça. Il a besoin que se présentent des choses pour se mettre en mouvement, bien évidemment. Et là, ça devient intéressant. Alors du coup, par opposition, c'est quoi un homme libre pour eux, pour les anciens ? Un homme libre, c'est quelqu'un qui a son principe d'action en lui-même. Il ne dépend pas du monde extérieur pour se mettre en mouvement. Alors, évidemment, la question, quand vous lisez des trucs pareils, donc ça devient génial, évidemment, ça devient fort intéressant, et donc on cherche pour voir si ça se confirme, et donc on pourrait se dire, oui, mais c'est peut-être parce que chez Platon c'est ambigu, est-ce qu'on est sûr que cette hypothèse, d'un autre sens, au mot esclave et homme libre, est-ce qu'on est sûr que c'est quelque chose qui est débattu à l'époque, voilà, c'est pas que Platon, quoi, avec une interprétation aujourd'hui, 2500 ans plus tard. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour voir si de fait c'est une idée géniale de Platon, ou bien si c'est une idée commune, mais que nous avons du mal à retrouver, parce qu'on a nos catégories, on projette, on interprète, et on est plus dans des catégories sociales. Eh bien, il faut aller voir d'autres auteurs, plus ou moins contemporains de Platon, pour voir si on retrouve cette ambiguïté. Et donc, deuxième auteur que je cite rapidement, donc c'est Aristote. On sait qu'ils ont débattu. Si vous lisez un ouvrage qui s'appelle « Les politiques », donc de nouveau, ça n'a rien à voir avec notre affaire, mais eh bien, vous avez quelques chapitres sur l'esclave. Et voilà le titre que Aristote propose pour méditer cette question. Existe-t-il des esclaves par nature ? Alors, quand vous lisez ces quelques paragraphes, donc voici ce qu'il met sur la table. Il dit
nous connaissons à notre époque des esclaves qui sont esclaves soit par la guerre, soit par la loi. Donc par la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous envahissez un territoire ennemi, vous gagnez la guerre, vous soumettez la population que vous venez de vaincre, vous la soumettez au statut d'esclavage. Aristote dit, ça c'est pas bien, c'est pas juste. Alors, je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis vous avez les esclaves par la loi. Par exemple, si vous êtes esclave et que vous avez des enfants, la loi, c'est classique à l'époque, la loi vous dit vos enfants, donc, qui sont des enfants d'esclaves, sont eux-mêmes esclaves. Aristote dit, ça c'est pas juste. D'où vient la question? Donc s'ensuit la question, si on n'est pas esclave, en tout cas s'il n'est pas juste d'être esclave par la guerre et par la loi, reste donc l'hypothèse, est-ce qu'il y aurait des gens dont il serait juste que l'on dise qu'ils sont esclaves parce qu'ils le seraient par nature? Et voilà ce que dit Aristote, c'est une reprise de Platon sur cette question-là. Eh bien oui, quand vous regardez parmi nous les individus, donc vous regardez dans la cité, eh bien vous constatez qu'il y a des individus qui ont comme caractéristique dominante, c'est une manière d'être des humains, eh bien, ils ont comme caractéristique que s'il faut qu'ils se mettent en mouvement, le principe qui va les mettre en mouvement, répétition de Platon, ce principe sera extérieur à eux. Et à côté d'eux, il y en a d'autres qui, au contraire, ont comme principe un principe qui est à l'intérieur d'eux et qui leur permet d'agir. Et ces gens-là, puisqu'ils ne dépendent pas de causes extérieures, ces gens-là, on les appellera donc par convention des individus libres. Et maintenant, vous comprenez l'affaire. Pourquoi les esclaves par la guerre, ça ne va pas? Parce que quand vous soumettez un peuple, dans les individus que vous allez soumettre, puisqu'ils sont vaincus, il est bien possible qu'il y ait par nature, dans ce peuple vaincu, des gens qui ont leurs principes en eux-mêmes et qui méritent d'être libres, d'être considérés comme libres. Même chose par la loi. Vous avez des parents esclaves, ça ne signifie pas que le fils ou la fille sera esclave. Peut-être que des esclaves peuvent mettre au monde un individu qui sera libre, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être poussé pour faire quelque chose, évidemment. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il critique ce qui se fait à son époque. Si vous parlez d'esclaves et d'hommes libres par la guerre ou par la loi, donc ce sont des injustices. S'il faut garder le mot esclave, c'est dans un tout autre sens, en tant que ce sont des postures humaines, en tant que ce sont des manières d'exister. Nous, nous y projetons évidemment du négatif quand on parle d'esclaves, mais essayez ici de vous libérer la tête de ces clichés que nous avons dans l'esprit. Ce sont deux manières d'être. L'esclave, il y a des gens, c'est comme ça, et c'est pas mal, c'est pas bien, c'est comme ça, c'est un fait. Des gens qui ont besoin d'être poussés. Je vais vous donner des exemples tout de suite. Et les autres qui donc peuvent se mettre en mouvement par eux-mêmes. Alors, maintenant, je termine vite avec Aristote avant de vous donner des exemples pour que vous voyez, mais ça, tout ça, c'est quoi? C'est du charabia pour éclairer quoi? Est-ce que ça nous dit quelque chose de ce que nous sommes vraiment? Est-ce que c'est une vision de l'époque? Aristote conclut son chapitre sur les esclaves en disant ceci. Étant donné que vous avez donc des gens dont la nature, c'est de devoir être poussés à agir. Ils sont comme ça. Eh bien, vous comprenez bien que les esclaves ont tout intérêt, et Aristote écrit en toutes lettres, ils sont intelligents, ce n'est pas des idiots, donc ils peuvent faire ce que je vais vous raconter maintenant, c'est de repérer qui sont les libres, c'est-à-dire ceux qui peuvent être des moteurs. Et leur intérêt à eux, esclaves, c'est tout simplement de s'associer à un libre. Et le libre, il a tout intérêt à pouvoir s'associer avec des esclaves. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes tout seul, vous ne savez pas faire grand-chose. Et donc, si je peux m'associer avec d'autres qui veulent bien faire ce que moi j'ai envie de faire, puisque moi j'ai des projets, j'ai envie, etc., j'ai des désirs, tout ce que vous voulez, eh bien, mais voilà que ça devient une complicité qui est tout à fait vertueuse. Et Aristote termine d'ailleurs en disant, donc comme quoi, vous voyez, il fait sauter les clichés qu'on a, et il termine en disant un truc qui est inaudible à son époque. Il dit, de telle manière qu'entre ces deux-là, quand ils se trouvent, eh bien, peut naître une amitié. Pas une soumission, une amitié, ce qui est tout à fait étonnant.
parce que si vous lisez l'Éthique à Nicomaque, il parle de l'amitié, ça ne peut être qu'entre des sages, etc. Et ici, tout d'un coup, voilà, c'est autre chose qui vient. Il y a une amitié possible entre ces deux-là. Pourquoi ? Mais parce qu'ils se complètent bien. L'homme libre tout seul, il ne sait rien faire, donc ça n'avance pas d'être libre. Et l'esclave ne fait rien s'il n'est pas poussé. Donc voilà un couple parfait, bien évidemment. Alors maintenant, donc voilà une façon de poser le problème. En tout cas, de décrire ce que c'est que les humains. Alors, ce qui est déjà intéressant, donc ça peut vous choquer, et donc il faut le souligner, parce que voilà, ça peut être un sujet de discussion par la suite, mais donc ça veut dire que chez Platon et chez Aristote, mais souvenez-vous de Cyrulnik qui nous attend, hein, d'accord ? Donc, Platon et Aristote, il n'y a pas que. C'est ça qui m'a troublé, je vous avoue, en travaillant ces sujets-là. Donc voilà qu'ils nous disent, contre notre époque, qui refuse toute forme de discrimination, qui veut l'égalité. D'accord ? Si vous commencez à parler contre l'égalité, vous êtes mis dehors. Aujourd'hui, ça devient impitoyable. Eh bien, voilà des gens, même Cyrulnik, qui vous disent tous les humains ne sont pas égaux. Ils sont évidemment égaux en dignité. Ils doivent être égaux en droit, ça on est bien d'accord. Et voilà, ça ne se discute même pas. Ça devrait ne plus se discuter. C'est plutôt ça qu'on devrait dire. Mais en attendant, quand bien même il y aurait une égalité en droit, ce qui est interpellant pour nos oreilles d'aujourd'hui, c'est que déjà chez Platon et Aristote, mais on pourrait se dire oui, mais c'est normal, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas, voilà, ils sont à moitié sauvages, ces gens-là. Eh bien, c'est déjà ce constat que non, les gens ne sont pas égaux. Arrêtez. Si vous traitez tout le monde comme des égaux, vous faites des bêtises. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Parce que, vous voyez bien, notre époque nous oblige à dire des choses, nous sommes tous égaux, et dans la vie, nous vivons autre chose. Et c'est comme ça qu'on nous rend fous. Je vais prendre ici une évidence. Enfin, j'espère que c'est une évidence. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il me jette enfin, je ne sais pas quoi, mais enfin bon. Donc, quand vous vous adressez à de petits-enfants, donc je vais être sûr, pour être sûr que voilà, est-ce que vous parlez à des petits-enfants comme vous parlez à des adultes ? Vous allez dire, non, évidemment non. Enfin, c'est idiot comme exemple, c'est tellement évident. Eh bien, donc, vous reconnaissez qu'il y a de la discrimination possible. On ne traite pas les gens de la même façon. Et donc, comment se fait-il, dans notre monde, alors que dans notre vie, on s'adapte à la personne qu'on a en face de soi, et on ne parle pas à l'un comme on parle à l'autre, en fonction des circonstances, en fonction de qui est la personne, etc. Donc c'est ça que nous vivons quand on veut respecter les gens, quand on veut se mettre à leur niveau, etc. Comment se fait-il que pourtant on nous oblige à penser tout le monde égal, tout le monde donc est égal, et par conséquent le même traitement pour tout le monde. Et si vous commencez à faire des différences, c'est de la discrimination, vous êtes dégueulasse, vous sortez. Vous voyez comment on range les gens fous ? Enfin bon. Alors maintenant, je vous donne des exemples. Donc voilà ce que Platon et Aristote posent il y a 2500 ans. Cyrulnik nous attend. Ça donne à penser quoi ? Eh bien, je vais vous donner des histoires où tout d'un coup, on peut commencer à comprendre certaines choses. Un jeune pensionné, donc je vous parle ici de cas que voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer, un jeune pensionné, un monsieur qui a été brillant dans son travail. Alors, ça peut être j'en connais plusieurs, des pensionnés, j'imagine comme tout le monde. Et donc, je peux vous raconter plusieurs histoires de pensionnés. Ce n'est pas un cas unique, celui auquel je songe maintenant. Donc, ce monsieur a été brillant dans son travail, quelqu'un vraiment, un artisan. Enfin, voilà, il a fait son métier, un modèle pour plein de gens. Pensionné. Le type est cassé. Et quand on discute avec lui, voilà ce qu'il vous dit. Et voilà ce qu'on peut penser par rapport à notre sujet. Il se rend compte à quel point, eh bien, et c'est ce qu'il découvre là, et ça lui est insupportable, en fait, il est, je vais reprendre les mots de Platon et Aristote, c'est pas comme ça qu'il l'a dit évidemment, à quel point il est esclave. C'est-à-dire que tant que j'ai le travail qui m'oblige, il faut être là à l'heure, etc., etc., vous avez des contraintes qui viennent de l'extérieur, vous avez signé un contrat, vous êtes tenu d'eux. Eh bien, tant que je suis tenu par une contrainte extérieure qui est le contrat de travail, les commandes des clients, tout ce que vous voulez, mon employeur, évidemment, à qui j'ai des comptes à rendre, etc., eh bien, ça me permettait de me lever le matin. Maintenant que je n'ai plus ça, eh bien, donc le type, il est désespéré. Hein. Je me lève le matin et je me dis, merde, encore une journée il va falloir tuer le temps.
Donc voilà quelqu'un qui découvre dans ces circonstances-là un profil qu'il n'avait jamais imaginé, ce n'était pas une question. Il a été pris durant toute son existence, jusqu'à ses 65 ans, il a été pris par des contraintes et c'est ça qu'il a tenu en mouvement. Vous lui enlevez les contraintes, c'est fini, il s'effondre. Il a été le produit de son siècle. Être le produit de son siècle, ma vie s'explique par les circonstances que j'ai traversées. Vous enlevez les circonstances que j'ai traversées, par hasard, parce que je suis né ici plutôt qu'ailleurs, eh bien, je me rends compte que dedans, c'est vide. Il n'y a rien. Et c'est terrible, cette affaire-là. Pour les gens qui le vivent, si on le raconte, et c'est facile, mais pour les gens qui le vivent, c'est enfin. Maintenant, deuxième exemple. Il y en a qui vont commencer à se reconnaître. Mais c'est pas grave. Vous allez voir, c'est pas grave du tout. J'ai une famille. Alors ça, c'est ce que les psys appellent, en tout cas certaines théories psy appellent les faux self. J'ai une famille. Et quand vous discutez avec ces parents-là, ou un des deux, vous vous rendez compte que la personne ne vit et ne tient debout qu'à travers ses enfants. Ce qui donne du sens à ma vie, c'est mes enfants. Et toute ma vie, c'est effectivement de me dévouer à mes enfants. Et je me sacrifie, et je fais tout, et je suis là, et je suis corvéable à merci. Enfin, c'est incroyable. Enfin, vraiment, la personne, alors vue de l'extérieur, c'est magnifique. Maintenant, regardez, problème avec les enfants, c'est quoi? C'est qu'ils grandissent. Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas petits? Mais pour ces gens-là, pour les autres, non, qui dégagent. Mais pour ces gens-là, vous comprenez, moi je ne vis qu'à travers mes enfants, puis il y en a un qui part, puis il y en a un deuxième qui part, puis il y en a un troisième qui part, puis maintenant la maison est vide. Eh bien, vous avez des gens cassés. Et alors on se rend compte à ce moment-là, je n'ai été, durant toutes ces années, qu'un père ou qu'une mère. Vous m'enlevez mes enfants, moi qui n'ai été qu'un père ou qu'une mère, donc me justifiant par une cause extérieure qui est mes enfants, qu'est-ce qui reste de moi? Rien. Et quand ça arrive à ces personnes, donc on le souhaite à personne évidemment, mais quand ça arrive, c'est le vide. Et alors là, vous avez des gens cassés. C'est ce qu'on appelle, quand on parle de ce sujet-là, il y a un titre d'ouvrage qui me revient souvent en tête, c'est l'ouvrage de Bruno Bettelheim, c'est La forteresse vide. Alors, le bouquin parle d'autisme, etc., ce n'est pas notre sujet ici, mais le titre est beau et ça décrit un peu le profil de l'esclave dont je vous parle ici, si vous êtes d'accord de garder le mot de Platon et d'Aristote, c'est-à-dire des gens qui, vus de l'extérieur, vous présentent des qualités merveilleuses. Ils sont gentils, ces gens-là. Vous leur demandez ce que vous voulez, ils sont là. Mais ce qui était... J'ai eu un collègue à un moment donné dans ma vie, un monsieur brillant, un philosophe exceptionnel, qui a eu son heure de gloire, etc. Et un jour, en voiture, ce monsieur-là, donc qui est devenu une connaissance, enfin, on s'est liés d'amitié, et il m'a dit, ça ne cadrait pas du tout avec le personnage que vous voyez, il m'a dit, si vous saviez à quel point dedans c'est vide, forteresse vide. Vous avez une muraille géniale, vraiment splendide, ça a l'air solide, on peut compter sur ces gens-là, mais pour pouvoir être ce que les autres demandent que l'on soit, quel est le prix que paye ce genre de profil, l'esclave, c'est qu'il doit faire le vide en lui. Je n'ai plus de désir à moi, je ne fais que répondre aux attentes des autres. Esclave. Autre exemple que je vous donne encore, comme quoi, vous voyez, ça commence à faire parler un peu les situations que nous vivons. Un couple séparé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et quand vous discutez avec l'un des deux qui est resté votre ami, vous vous rendez compte que chaque fois qu'on parle de cette période où il était, où elle était en couple, vous vous rendez compte qu'il y a encore une colère vis-à-vis de l'autre. C'est incroyable, ça fait maintenant 10 ans, ou ça fait 2 ans, 5 ans, enfin peu importe, mais le temps a passé en tout cas, et cette personne est toujours en colère par rapport à l'autre. Eh bien évidemment, vous savez que la colère, donc quand on est toujours en colère face à quelqu'un qui nous a fait du mal, vous savez que la colère est la meilleure manière de pouvoir rester en lien avec la personne qu'on déteste. Bien sûr. Donc il y a parfois des enfants qui partent comme ça en claquant la porte de chez eux. Mes parents, c'est des cons. Voilà, et ils partent. Et maintenant, je fais ce que je veux. Et plus je fais des trucs qui les embêtent, mieux je me porte. Mais qu'est-ce que l'on doit dire à
cet enfant-là comme à ce partenaire d'un ancien couple, c'est que tant que vous êtes en colère par rapport à une personne, et par exemple chez un jeune, et qui continue à faire sa vie pour mieux embêter ses parents, par exemple, eh bien vous comprenez bien que c'est quelqu'un qui se comprend encore par rapport à un principe qui lui est extérieur. Et le principe ici, c'est quoi ? Ce n'est pas un principe, c'est une personne, c'est les parents, c'est mon ex. Une façon de rester esclave toute sa vie, c'est donc de s'enfermer dans le statut de victime. Tant que je me vis comme une victime, je me comprends par rapport à mon bourreau. Et tant que je me comprends par rapport à mon bourreau, ce qui donne du sens à ma vie m'est donc bien extérieur. Et voilà que je suis esclave. Et vous voyez ici, donc ce qui est terrible dans ce genre de cas, c'est que donc on peut avoir un plaisir à être esclave. Parce que si vous m'enlevez le bourreau, mais alors je suis quoi, moi ? Je suis plus rien. Ma vie n'a pris de sens que par rapport à ce drame que j'ai vécu dans ma vie, et désormais je vis dans la haine de l'autre, enfin. Et donc évidemment que je fais tout pour lui pourrir la vie, ou en tout cas je souhaite qu'il ait du malheur, et enfin voilà, et tout tourne autour de ça. Je vais voir sur Facebook ces trucs. Vous avez des gens qui s'enferment dans des histoires, ils sont dépossédés d'eux-mêmes, leur vie s'explique par une cause extérieure. Et voilà donc comment on devient esclave. Et puis il y a une petite, pour détendre un peu l'atmosphère, parce que là je vois qu'il y en a qui pâlissent. Donc, connaissez-vous, donc ça c'est un drôle de nom, il y en a quand même qui n'ont pas de chance avec leur nom. Connaissez-vous Luc de Clapier ? On aurait envie de rajouter de Lapin. Enfin bon, il n'y a pas de Lapin. Donc Luc de Clapier, en fait vous le connaissez peut-être, donc je ne savais pas que c'était son nom en réalité, c'est le marquis de Vauvenargues. Le marquis de Vauvenargues, donc il vaut mieux dire marquis de Vauvenargues, on comprend pourquoi on l'appelle comme ça, parce que Luc de Clapier, ça fait un peu... Bon. Enfin bref, donc c'est un moraliste du XVIIIe siècle. Et voici ce qu'il écrit. Donc c'est un moraliste, alors vous savez que les moralistes du XVIIIe siècle, ils écrivent parfois, donc par petites sentences. Ce sont des petits traits d'humour, des petits traits d'esprit, et puis parfois ce sont des petites phrases un peu profondes, quoi. Ici, c'est pas trop profond, mais c'est un petit trait de... Voilà, ça fait sourire. Donc je vous lis. Donc Luc de Clapier. Les hommes sont tellement nés pour dépendre, esclaves. Donc ils sont tellement nés pour dépendre que les lois mêmes qui gouvernent leur faiblesse ne leur suffisent pas. La fortune ne leur a pas assez donné de maître. Il faut que la mode y supplée et qu'elle règle jusqu'à leurs chaussures. Comment être esclave ? Eh bien, il suffit d'être dans la mode. Ce n'est pas vous qui faites la mode, ce sont ceux qu'on dit qui sont capables de le faire, donc tous les grands créateurs. Eh bien, voilà qu'on crée des générations d'esclaves qui vont gouverner votre vie jusque dans vos chaussures. Comme quoi, il y a un plaisir à être esclave, manifestement. Parce qu'en plus, ça coûte une blinde. Enfin, bon, ça, peu importe. Ça, c'est pas... Bon. Enfin, bref. Donc, Platon, Aristote, vous voyez, voilà, quand vous voulez faire parler des auteurs, si vous voyez esclaves, etc., vous vous dites, bon, ça, c'est plus notre époque, on passe, les auteurs sont dépassés. Quand vous essayez de comprendre ce qu'ils veulent dire, et puis que vous vous dites, mais est-ce que ça fait parler ce que nous vivons, nous, aujourd'hui ? Eh bien, vous vous rendez compte d'une chose, moi je trouve ça sidérant, c'est que, en fait, ce sont des gens qui ont trouvé des mots. Alors, ce ne sont plus les nôtres, ça je veux bien en convenir, mais ils ont trouvé des distinctions en observant ce que nous sommes, nous, comme humains, des distinctions qui continuent à dire ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des humains comme eux. Pas dans le même monde, ça c'est clair, avec d'autres références, mais nous demeurons des humains. Et ce qu'ils ont vu, c'est pour ça qu'on les garde évidemment, c'est pour ça qu'on continue à les commenter, ce qu'ils ont vu reste d'actualité. Mais en vous disant tout ce que je viens de vous dire, donc on a mis surtout le focus sur l'esclave, c'est quoi être libre exactement ? Alors chez les anciens, il y a une espèce de pudeur par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que, donc je vais vous donner juste l'exemple des stoïciens. Donc évidemment, les stoïciens vont aussi, comme tous les autres, comme Platon, Aristote, ils vont aussi dire, voilà, nous sommes des esclaves et c'est incroyable, on fait soi-même son malheur, on se lie, on se rend dépendant, et en attendant, on ne vit pas sa vie puisqu'on fait ce que les autres veulent qu'on fasse, etc. Enfin, donc voilà, vous retrouvez, c'est toujours la même chanson. Et puis évidemment, par opposition, voilà, ce qui devrait nous rendre heureux, c'est pas cette condition-là, c'est d'être libre. Et puis quand on leur demande, évidemment, alors expliquez-nous ce que c'est que d'être libre. Et alors là, il y a toujours cette espèce de manière d'éviter le sujet, et ils disent, oui, mais pour être libre,
en fait, seuls les dieux sont capables de l'être. Alors on se dit, zut, là, c'est pas très joyeux comme affaire. Parce que ça veut dire que donc nous sommes condamnés à être esclaves. Alors on fait tout pour essayer d'en sortir, mais ce serait être un dieu que de parvenir à en sortir. Donc vous voyez bien, il tourne autour du pot là. Et bon. Alors du coup, il faut chercher ailleurs, parce que voilà, c'est une époque où apparemment ils ont du mal à trouver les mots pour essayer de dire, quoique je pourrais épiloguer ici, enfin je pourrais en rajouter, mais parce qu'il y a eu des tentatives bien sûr, mais enfin voilà, donc c'est vrai que on est déçu. Alors du coup, on cherche dans les auteurs qui suivent. Alors la distinction que je viens de poser, dont un des deux termes reste mystérieux pour l'instant, donc esclave, et puis on comprend bien qu'on n'est pas destiné à être esclave, enfin que donc c'est une nature peut-être, mais enfin on vise mieux. Eh bien donc cette distinction-là, vous la retrouvez donc à travers toutes les époques. Par exemple, vous avez ça chez Maïmonide, vous avez ça chez Spinoza que j'ai cité tout à l'heure, vous avez ça chez par exemple Heidegger que j'ai cité aussi tout à l'heure, vous avez ça chez les existentialistes, donc des gens du XXe siècle, et vous avez ça donc chez un auteur, donc je vais prendre celui-là pour... on ne va pas faire un cours d'histoire de la philosophie ici, vous avez ça chez un auteur que vous avez sans doute lu, que vous connaissez, c'est pour ça que je le prends, c'est tout simplement Boris Cyrulnik. Alors Boris Cyrulnik a écrit ici tout récemment, il y a 2-3 ans maintenant, un ouvrage que je vous invite à lire, et le titre devrait déjà maintenant résonner à vos oreilles avec ce que je viens de vous raconter. Le titre de cet ouvrage, c'est « Le laboureur et les mangeurs de vent ». Alors évidemment, ce sont des images, il ne dit pas l'esclave et l'homme libre, mais voilà que vous avez une distinction qui est posée parmi les humains. Il y a des gens qui sont des mangeurs de vent, et si vous le dites à la Platon, ce sont des esclaves. Et vous avez des gens qui sont des laboureurs, et si vous le dites avec les mots de Platon, ce sont des hommes libres. C'est curieux de voir un type comme Cyrulnik dire, par conséquent, il y a parmi nous 2 types d'humains. Arrêtez de dire qu'on est égaux. C'est pas vrai. C'est surprenant. Enfin, en tout cas, moi, ça me surprend. Parce que je suis éduqué à la sauce d'aujourd'hui, et ça choque mes oreilles, enfin, ce genre de propos. Enfin bon. Alors, quel est l'objet du livre? Alors, vous allez voir, je vous raconte brièvement l'objet du livre, parce que vous allez comprendre avec cet objet-là que le sujet dont on parle ici, ce n'est pas simplement des distinctions philosophiques pour le plaisir d'en faire, ça a des conséquences redoutables. Ce que veut comprendre Cyrulnik dans cet ouvrage, c'est, vous savez qu'il parle souvent de la guerre et de ce qu'il a vécu étant enfant. Et ce qu'il veut comprendre, c'est ceci, c'est comment est-il possible qu'une population entière, les Allemands, entière, non, qu'une majorité d'une population ait pu suivre un Führer qui raconte des trucs, mais c'est énorme. Comment c'est possible un truc pareil? Comment ça se fait que ce ne sont que quelques exceptions, une minorité, qui est parvenue à résister, à dire non au péril de sa vie? C'est quand même troublant, cette affaire-là. Alors, quelle est la distinction qu'il pose? Eh bien, pour comprendre comment on est capable de suivre des gens qui disent n'importe quoi, eh bien, il faut décrire ce que c'est qu'un mangeur de vent. Et c'est ce que Cyrulnik essaye de faire. Donc, vous voyez les enjeux. Donc, on est esclave. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes esclaves. Mais ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas simplement une nature, une posture qu'on a, qui est peut-être provisoire, on peut peut-être en sortir ou je ne sais pas quoi, mais vous comprenez bien qu'il y a un enjeu terrible là derrière. C'est que quand on est esclave, comme le principe qui nous motive est à l'extérieur de nous, on est capable de faire tout et n'importe quoi. Et donc il y a un enjeu concernant l'humanité, évidemment. Pour pouvoir résister, il faut être libre. Mais le problème, c'est que pour être libre, il faut payer le prix. Alors, d'où le titre de cette soirée, « Oser ». Le problème, ce n'est pas tellement la liberté, c'est pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut oser. Vous allez commencer à comprendre maintenant. Donc maintenant, on va le dire avec des mots d'aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez prolonger cette réflexion, je vous suggère de vous rendre au prochain épisode pour la suite de cette réflexion et de cette conférence.
J'espère que ce podcast vous a aidé à cheminer. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager ou à le commenter. Et si vous voulez plus d'infos sur mes activités, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je mettrai tous les liens sous ce post. Ce podcast fait aussi partie d'une émission diffusée sur Radio Alma tous les 2e mardis et derniers mardis du mois. J'en profite pour remercier David Martinez pour la réalisation de ce podcast. Pour rappel, je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les prises de conscience et le changement et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt!